D'abord, bonjour et bienvenue à l'IRMC. Je suis absolument ravie de te recevoir, l'équipe de Business News à l'IRMC. Alors, en quelques mots, je vais vous dire que je suis professeure des universités à l'Université Lumière Lyon 2. Je suis historienne et depuis septembre 2017, j'ai pris la direction de l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Cet institut est une unité de recherche du CNRS qui a une compétence régionale sur l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Il est installé à Tunis depuis 1992, dans le très beau quartier de Mutuelleville, et c'est un institut qui est sous l'autorité, sous la tutelle, selon la formule consacrée, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français et du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Faisons bien attention à cette idée de tutelle. Nous sommes un institut scientifique du CNRS à part entière et la liberté académique est absolument respectée. Donc nous ne travaillons pas sous commande politique, quand bien même l'une de nos autorités de tutelle est le ministère des Affaires étrangères. Mais c'est aussi parce que nous nous trouvons à l'étranger, donc nous sommes aussi sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Alors c'est un institut de recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que nous portons sur des sujets, c'est-à-dire, j'ai l'habitude donc je sais qu'on coupe et ensuite on reprend. Donc je refais ma phrase et je sais que vous reprendrez au bon endroit. Donc il s'agit d'une unité de recherche du CNRS en sciences humaines et sociales. C'est pourquoi différentes disciplines sont présentes à l'Institut, comme l'histoire, la géographie, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, la géographie et bien d'autres que je n'ai pas mentionnées. Voilà, donc très rapidement. À l'IRMC, nous avons donc des chercheurs permanents et des chercheurs associés. Les chercheurs associés sont pour moi la véritable richesse de notre institut, dans la mesure où ils sont en grande majorité constitués par les Tunisiens, qui sont donc des enseignants-chercheurs des universités tunisiennes, qui assurent ainsi la permanence de la vie scientifique de l'IRMC, auquel s'adjoignent bien évidemment des chercheurs titulaires, enfin pas titulaires, des chercheurs qui vont venir ici pendant une période, on va dire, de 1 an à 4 ans maximum. Donc c'est pourquoi, sur le temps long, c'est bel et bien un institut qui permet la collaboration scientifique entre des chercheurs européens de manière très large, français et maghrébins. Alors l'IRMC est structuré autour de 3 grands axes. Le premier axe est un axe historique, on va dire, qui porte sur l'histoire des 3 pays du Maghreb central, donc l'Algérie, la Tunisie et la Libye, du 19e siècle à nos jours, et qui a des sous-axes autour de la question du patrimoine, de la culture, de l'histoire coloniale, de l'histoire postcoloniale. Nous avons un deuxième axe de recherche qui s'intitule Société en recomposition, qui lui s'intéresse aux sociétés plutôt depuis les années 60 jusqu'à nos jours, avec des thématiques aussi différentes que les questions autour des migrations, les questions de l'environnement ou encore les questions religieuses. Et un troisième axe qui lui s'intéresse aux questions relatives à politique et gouvernance. Donc là, nous sommes à la fois sur tout ce qui concerne la recomposition du politique, mais aussi toutes les questions de décentralisation, de relations de gouvernance, etc. Voilà. Alors, nous avons plusieurs types de bourses. Nous avons donc des bourses qui sont d'abord, plusieurs types de bourses, dans le sens que nous avons des bourses qui sont conditionnées par la nationalité des boursiers et nous avons des bourses qui sont exclusivement à destination des doctorants. Alors, nous avons par exemple des bourses pour toute personne qui travaille sur l'Algérie, quelle que soit sa nationalité. Les personnes nous envoient, à des moments donnés de l'année, on lance un appel à candidature, leur dossier et ils sont sélectionnés. Donc leur nationalité n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils soient inscrits dans une université, peu importe où, et que leur sujet de recherche soit sur l'Algérie. Nous avons aussi des bourses pour la Libye. Là, on a une spécificité. Ces bourses sur la Libye sont réservées à des étudiants qui sont de citoyenneté libyenne
peu importe où ils sont inscrits, dans n'importe quelle université du monde, mais il faut qu'ils soient donc de citoyenneté libyenne. Et nous avions lancé cette année des bourses pour les personnes qui travaillent sur la Tunisie, peu importe leur nationalité, l'important étant qu'ils soient inscrits dans une université. Par la force des choses, cette année, les bourses pour la Tunisie ont valorisé davantage les étudiants inscrits dans des universités tunisiennes, dans la mesure où il était très difficile pour des doctorants qui n'étaient pas inscrits dans des universités tunisiennes de faire le déplacement. Ce sont des bourses de 1 mois, 15 jours d'auto-isolement, d'autoconfinement, ce n'est pas possible. Donc je dis bien des étudiants inscrits dans des universités tunisiennes, je ne dis pas des Tunisiens. Pour moi, ce qui est important, c'est la valeur scientifique des individus et la thématique de recherche. Donc voilà pour ces bourses que nous avons et que nous renouvelons absolument chaque année. Nous avons énormément, nous sommes aussi le seul laboratoire présent dans la zone, en tout cas on va dire occidentale, à avoir des relations très suivies avec 2 institutions académiques libyennes, l'Université de Tripoli, l'Académie des hautes études de Tripoli. On peut dire quand même que les universités libyennes sont isolée ces dernières années, et à mon arrivée en poste à Tunis, j'avais pour objectif de consolider, de créer des liens avec les Libyens. Tout le monde me disait que ce ne serait pas possible, que ce serait très compliqué parce qu'on ne pouvait pas partir en Libye. Eh bien si, c'est possible de travailler, de collaborer. On a un très beau projet à destination de la jeunesse libyenne qui a commencé qui officiellement a commencé en mars 2020. Vous comprendrez qu'il n'a quand même été mis réellement sur place qu'à partir du mois d'octobre, et qui vise là aussi à la formation des étudiants libyens, à des conférences, etc. Donc tout ceci est mis en place avec un tropisme très fort sur l'arabisation. La chance de l'IRMC, c'est qu'il est à Tunis, donc les Libyens n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Tunisie, d'une part. Et d'autre part, nous sommes en capacité, grâce justement à nos chercheurs des universités tunisiennes, de leur proposer des formations en langue arabe, parce qu'ils sont essentiellement arabophones. Donc cette situation privilégiée fait de l'IRMC, on est quasiment dans une situation de rente, c'est-à-dire que personne ne peut, pour l'instant en tout cas, être en compétition avec nous, dans la mesure où on est les seuls à être ici, à être à la fois une institution française, le CNRS, oui, et en même temps d'être pouvoir, parce que nous sommes en Tunisie et parce que nous avons nos collègues tunisiens à nos côtés, pouvoir offrir cette formation, ces formations, cet accueil aux étudiants. De manière plus large, au-delà des bourses, nous recevons à l'IRMC tous les doctorants, tous les étudiants qui travaillent dans le monde entier sur le Maghreb. L'IRMC est une institution française, mais qui est avant tout une institution internationale. Nous avons à l'IRMC des doctorants qui viennent d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, des États-Unis, d'Inde, du monde entier. Parce que quand ils viennent faire leur terrain en Tunisie, eh bien, ils passent immanquablement par l'IRMC. Et c'est la même chose pour les chercheurs. Nous sommes vraiment un hub de recherche très très connecté au territoire dans lequel il est ancré, et je vous avoue que beaucoup de personnes pensent que l'IRMC est tunisien, et pour moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que la greffe a bien pris et que nous sommes aujourd'hui bel et bien inscrits dans ce paysage académique et universitaire maghrébin et tunisien, bien évidemment. Alors, quand on a repris nos activités, mais sans pouvoir les reprendre pleinement. Donc là aussi, c'est pareil, il a fallu faire pour nous preuve d'innovation. Donc nous avons dû nous recentrer sur la Tunisie, parce qu'il n'était plus possible de faire venir des chercheurs hors de la Tunisie. Nous avons renforcé tout ce qui est de l'ordre du virtuel. Ainsi que nos conférences qui jusqu'à présent n'étaient pas retransmises sur Facebook, toutes nos conférences, tous nos séminaires, nous avons donc décidé de les mettre en Facebook Live et de développer notre chaîne YouTube. Donc c'est l'idée de se dire que ce passage au virtuel que nous avions
amorcé, mais qui n'était pas central, eh bien, est devenu très important pour nous à l'IRMC et s'est avéré absolument bénéfique. Cet ouvrage est parti d'une situation bien précise. Je vais très rapidement vous donner quelques dates. Le 12 mars, on l'oublie, mais les bibliothèques universitaires viennent de fermer. Le 13, je décide moi aussi de fermer la bibliothèque de l'IRMC, c'est un vendredi. Le lundi 16 mars, je décide de demander à toutes les personnes vulnérables de l'Institut ou en charge des personnes vulnérables de quitter l'Institut. Le 17 mars, je me retrouve à l'Institut avec 4 de mes collaboratrices et le 18 mars, je ferme l'Institut. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans une espèce de période dont on ignore tout. Il faut vraiment se remettons-nous dans ce qui était cette période-là. Et là, moi, en tant que directrice d'un institut, en tant qu'historienne, il y a 2 questions qui se posent à moi. La première, c'est de me dire comment continuer à faire institut alors qu'on ne peut plus travailler ensemble. Bien évidemment, j'avais interdit aux chercheurs de revenir à l'IRMC dès le 16 mars, là aussi. Donc, comment continuer à faire institut alors que on ne peut plus se voir. Donc, comment garder le contact avec les chercheurs? Première chose. Deuxième chose, en tant qu'historienne, j'ai le sentiment très fort que nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire dans le sens premier du terme, qui sort complètement de l'ordinaire, et comment pouvoir laisser une trace de ce moment. L'idée que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire, je vais solliciter les chercheurs et je vais leur dire, voilà, essayez comme vous le pouvez, alors que vous ne pouvez pas avoir accès au terrain, alors que des tas de questions méthodologiques vont se poser à vous, essayez de m'écrire des petites chroniques sur le confinement, à partir de la thématique que vous souhaitez. L'idée étant de ne pas rajouter de la contrainte à la contrainte. En leur disant des textes entre 5 000 et 10 000 caractères, très courts, pas de notes infrapaginales, pour le grand public. Il faut que l'on puisse à la fois proposer une réflexion et en même temps témoigner pour l'avenir, pour le futur. Alors les chercheurs ne sont pas réticents, mais ils hésitent beaucoup parce que justement se posent ces questions de méthodologie que vous soulevez à juste titre. Comment est-ce qu'on peut écrire? Comment est-ce qu'on peut réfléchir? On n'est pas des journalistes. Et je leur dis oui, c'est pas un travail de journaliste. Et en même temps, je vous demande d'avoir un type d'écriture qui est différent du type d'écriture scientifique. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de leur dire, vous avez un véritable background. Sur certains de vos sujets, ça fait déjà 10 ans que vous travaillez dessus, vous avez déjà soutenu une thèse de doctorat là-dessus. Donc c'est dans ce sens que votre écriture sera différente d'un journaliste, parce que est complémentaire. Si vous voulez, l'idée n'est pas d'opposer chercheurs et journalistes, mais de dire que nous faisons 2 métiers différents. Mais à un moment donné, je crois qu'il est important aussi que les chercheurs puissent prendre place et offrir au plus grand nombre leur analyse. Et je leur ai dit, une analyse, comme dans tout, même quand on a fini une thèse, on n'a pas fini le travail. Donc prenez-le comme quelque chose de court et analysez un pan qui vous intéresse. Tous les textes sont datés. Et c'est pourquoi dans le texte, vous avez le Covid, et non pas la Covid. J'ai insisté. Je leur ai interdit de changer aucun mot des textes qui avaient été écrits, par exemple, le 2 ou le 3 avril. C'est pas grave. Parce que c'est une réalité du 2 ou 3 avril. Et on ne pourra pas nous dire « Ah, mais vous avez oublié ci, vous avez oublié ça ». Pas du tout. Et pour contextualiser le tout, vous trouverez aussi une chronologie qui a été faite par notre documentaliste, que j'ai appelé là aussi au tout début du confinement, en lui demandant de me faire une chronologie à partir du moment où, pour la première fois dans la presse tunisienne, apparaît le mot Covid et pandémie. C'est fin janvier qu'il apparaît pour la première fois. Et on a donc une chronologie qui se termine vers le 20 mai, quelque chose comme ça, jour après jour, tout ce qui se passe en Tunisie. Je demande à un autre de mes collègues qui lui est en Europe de me faire une chronologie mondiale pour comprendre aussi, la Tunisie c'est une chose, mais elle se replace dans un dispositif mondial. Chronologie mondiale aussi qui nous permettra ainsi de bouger. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore quelques temps, on discutait avec des collègues et tout le monde me disait « Ah, mais le confinement a eu lieu le 19 » ou Je leur dis « Non, mais attendez, on va prendre le livre. Le 20, il y a on nous annonce qu'il va y avoir le confinement et c'est le 22 que le confinement a lieu. » C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on avait déjà oublié, puis le 18 ou le 19 ou le 20 ou le 22, c'est pareil, on est bien d'accord.
Là-dedans, on a, si vous voulez, les dates précises. Donc cet ouvrage est composé à la fois d'une partie la plus grande, qui fait le cœur de l'ouvrage, d'une vingtaine de chroniques, je pourrais vous en discuter davantage sur ces chroniques, et puis d'une énorme chronologie mondiale et tunisienne. Pour la chronologie tunisienne, nous sommes en train de finaliser un document qui sera en libre accès, dans lequel, en parallèle donc, de cette chronologie, le documentaliste de l'IRMC, Khaled Jomni, a fait une revue de presse. Donc tous les articles publiés dans la presse francophone tunisienne, en ligne, papier, tout ce qui était en ligne finalement, mais même la presse papier qui était en ligne. Et en cliquant dessus, donc vous avez pour chaque jour des mots-clés, et vous cliquez sur l'article et vous allez sur l'article. Et en même temps, on a reproduit l'article parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on n'aura plus accès au lien. Donc le texte écrit va perdurer et le texte a été recopié tel quel. Alors le livre est sorti en juin 2020 et à ma connaissance, il s'agit du premier livre au monde traité par les sciences humaines et sociales sur le Covid-19. Alors je vous dirais qu'il n'y a pas eu d'études spécifiques pour, mais immanquablement, à partir du moment où les chercheurs ont pu reprendre leur terrain, ce terrain a été impacté par la pandémie. Je vous donne simplement un exemple. On a une chercheure, Betty Rouland, qui travaille sur la question de la santé et du coup des hôpitaux, santé et mobilité, etc. Donc sur la question des cliniques privées. Je veux dire, quand elle a continué son terrain, elle a vu forcément l'impact, c'est-à-dire beaucoup moins de gens qui viennent la patientèle étrangère, qui forcément est beaucoup moins venue parce que l'espace aérien s'est fermé. Donc chacun finalement, dans son domaine de recherche, sans vouloir travailler explicitement dessus, a vu son terrain être modifié, impacté. C'est en ce sens que la recherche continue non pas sur la société tunisienne et le Covid, mais bel et bien sur la société tunisienne et les conséquences de ce Covid. Et ces conséquences de ce Covid, c'est tout simplement la réalité d'aujourd'hui. Donc immanquablement, on a un de nos doctorants qui travaille sur la question des mobilisations syndicales. C'est évident que la question du syndicalisme, des mobilisations, de la contestation sociale de manière générale est en lien direct avec la situation liée au Covid. Donc c'est en ce sens. Donc oui, pour vous répondre, ça continue immanquablement parce que la société tunisienne, comme à l'instar de toutes les sociétés dans le monde, reste complètement impactée par cette pandémie.